Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons 5 rencontres horrifiantes dans le territoire des crocodiles mortels. D'un pêcheur qui a pris une décision fatale à un chercheur dont la confiance excessive lui a tout coûté. Commençons par la première histoire, où le défi imprudent d'un homme l'a conduit dans les griffes de la mort. C'était le 4 juillet 2016, et les billabongs isolés du parc national de Kakadu s'étendaient à perte de vue dans le territoire du nord de l'Australie, leur surface semblable à des miroirs reflétant le ciel rude de l'Outback. Le paysage ancien, sculpté par des millions d'années d'inondations et de sécheresse, abritait certains des prédateurs les plus dangereux du monde dans ces eaux troubles. Des panneaux d'avertissement parsemèrent la zone en plusieurs langues, leur fond jaune vif et leur texte rouge vif impossible à manquer pour quiconque approchait du bord de l'eau. Ryan Mitchell campait seul depuis 3 jours. Sa petite tente était installée à côté de l'un des billabongs les plus isolés du parc. À 23 ans, le joueur de football semi-professionnel faisait face à la fin potentielle de sa carrière sportive après une saison décevante remplie de problèmes disciplinaires et de mauvaises performances. Son contrat avec l'équipe régionale ne tenait qu'à un fil et sa petite amie de longue date avait mis fin à leur relation quelques semaines avant ce voyage en camping, en solo. Ryan buvait régulièrement depuis son arrivée au camping, travaillant sur une caisse de bière qu'il avait apportée de Darwin. Ses coéquipiers le connaissaient comme quelqu'un qui prenait des risques dangereux tant sur le terrain qu'en dehors, une réputation qui lui avait coûté des opportunités et des relations tout au long de sa jeune carrière. L'isolement de Kakadu semblait amplifier ses tendances autodestructrices, et l'alcool avait enlevé le peu de prudence qu'il possédait normalement. Cet après-midi-là, Ryan avait ignoré les panneaux d'avertissement de crocodiles clairement affichés et était allé se baigner dans le billabong malgré les dangers évidents. L'eau offrait un soulagement de la chaleur écrasante et son état d'ébriété rendait le risque gérable. Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est que ses éclaboussures et ses mouvements avaient attiré l'attention du prédateur principal du billabong. Son téléphone, laissé sur la rive boueuse, contenait plusieurs appels manqués de sa mère qui essayait de le joindre depuis la veille. L'appareil révélerait plus tard des messages textes d'amis inquiets qui s'étaient alarmés de son comportement de plus en plus erratique dans les semaines précédant ce voyage. Ses publications sur les réseaux sociaux depuis le camping ont montré un schéma troublant de comportement imprudent, y compris des photos de lui nageant dangereusement près de zones clairement marquées par des avertissements de crocodiles. Ce qui a rendu sa décision encore plus déroutante pour les enquêteurs, c'est que Ryan avait grandi dans une région où vivent des crocodiles et comprenait les dangers mieux que la plupart des touristes. Son enfance à Darwin avait inclus une éducation régulière à la sécurité concernant la sensibilisation aux crocodiles, rendant ses actions cet après-midi-là particulièrement difficiles à comprendre pour sa famille et ses amis. Les gardes forestiers qui ont ensuite examiné son permis de camping ont noté qu'il avait spécifiquement demandé le camping le plus isolé disponible, malgré le fait qu'il était déconseillé que camper seul dans des zones reculées comportait des risques supplémentaires. Les crocodiles marins figurent parmi les plus grands et les plus dangereux reptiles du monde, avec des mâles adultes atteignant des longueurs de plus de 6 mètres et des poids dépassant 900 kg. Ces prédateurs de pointe sont restés pratiquement inchangés pendant des millions d'années, parfaitement adaptés à leur rôle de chasseurs embusqués dans les voies navigables tropicales. Leur force de morsure dépasse 3700 livres par pouce carré, capable de broyer les os et de maintenir les proies dessous l'eau jusqu'à ce qu'elles se noient. Les crocodiles marins sont des chasseurs opportunistes avec une excellente vue, et oui, capables de rester immobiles pendant des heures en attendant le moment parfait pour attaquer. Alors que Ryan flottait dans le billabong, il aperçut un crocodile marin massif se prélassant sur la rive opposée, sa forme préhistorique étant inconfondable même de loin. Le reptile semblait se reposer, les yeux fermés et le corps immobile sous la chaleur de l'après-midi. Dans son état d'ébriété, Ryan prit une décision qui s'avérerait fatale. Au lieu de quitter immédiatement l'eau et de se mettre en sécurité, Ryan a commencé à nager directement vers le crocodile. Ses coéquipiers ont ensuite raconté aux enquêteurs que Ryan avait toujours été attiré par les situations dangereuses, se vantant souvent de son intrépidité et de sa volonté de prendre des risques que les autres n'envisageraient même pas. L'association de l'alcool, de la dépression et de sa personnalité naturellement imprudente a créé une tempête parfaite de mauvais jugements. Le crocodile gigantesque avait été conscient de la présence de Ryan dès qu'il est entré dans l'eau, cessant s'aiguiser suivant chaque mouvement et éclaboussure. Alors que Ryan s'approchait, le reptile restait parfaitement immobile, ses instincts prédateurs calculant le moment optimal pour attaquer. Lorsque Ryan était à portée, les yeux du crocodile s'ouvrirent, révélant l'intelligence glaciale d'un prédateur parfait. La tentative de Ryan de sauter sur le dos du crocodile a déclenché une réponse explosive du gigantesque reptile. Le crocodile a tourné avec une vitesse fulgurante, sa puissante queue propulsant son énorme corps à travers l'eau, alors que ses mâchoires s'ouvraient pour révéler des rangées de dents acérées comme des rasoirs. L'attaque a été si rapide que Ryan n'a pas eu le temps de réagir ou de battre en retraite. Les mâchoires massives du crocodile se sont refermées sur le torse de Ryan avec une force écrasante, ses dents perforant les côtes et les organes vitaux. L'impact a entraîné Ryan sous l'eau alors que le crocodile commençait sa roulade mortelle caractéristique, tournant rapidement pour désorienter sa proie et causer un maximum de dégâts. Le corps de Ryan était projeté à travers l'eau comme une poupée de chiffon, ses os se brisant sous la pression énorme. Le roulement mortel a continué pendant près d'1 minute, chaque rotation causant des traumatismes supplémentaires alors que l'emprise du crocodile ne se relâchait jamais.
Les luttes désespérées de Ryan s'affaiblissaient à chaque tour, son corps incapable de supporter les blessures massives infligées par l'attaque du reptile. La surface du billabong devint rouge de sang alors que le crocodile maintenait son étreinte mortelle. Les cris de Ryan résonnaient à travers le billabong isolé, mais l'endroit éloigné signifiait que personne n'était à des kilomètres pour entendre ses appels à l'aide. Le crocodile a traîné son corps sans vie au fond du billabong, où il resterait jusqu'à ce que le reptile soit prêt à se nourrir. L'attaque avait duré moins de 5 minutes du début à la fin. Les gardes forestiers ont découvert le campement abandonné de Ryan 3 jours plus tard, lorsqu'il n'a pas pu se présenter à la date prévue. Sa tente était restée montée avec ses affaires éparpillées autour du site, mais il n'y avait aucun signe de Ryan lui-même. Les bouteilles de bière vides et son portefeuille laissé derrière suggéraient qu'il n'avait pas prévu de quitter la région. Une équipe de recherche a trouvé les restes de Ryan dans le billabong après avoir suivi la végétation perturbée et d'autres signes menant au bord de l'eau. L'enquête a révélé que son taux d'alcool dans le sang était près de 3 fois la limite légale pour conduire. Et des témoins à une station de garde forestier voisine ont rapporté l'avoir vu se comporter de manière erratique plus tôt dans la journée. L'incident est devenu une mise en garde sur la combinaison mortelle de l'alcool et du territoire des crocodiles, incitant à un renforcement des règles de camping dans les zones reculées du parc. Mais les footballeurs n'étaient pas les seules personnes à sous-estimer le pouvoir mortel des crocodiliens dans leur habitat naturel. En Floride, la tentative désespérée d'un pêcheur de gagner de l'argent l'a conduit à une rencontre mortelle avec l'un des prédateurs les plus dangereux d'Amérique. C'était le 18 mars 2014 et les vastes marécages du parc national des Everglades s'étendaient à l'infini sous la lune de Floride, leurs eaux sombres cachant d'innombrables dangers sous la surface. Les voies navigables éloignées, accessibles uniquement par de petits bateaux et des guides expérimentés, offraient un habitat parfait pour les prédateurs dominants qui régnaient sur ces marais anciens. Eddie Ramirez pêchait dans ces eaux depuis plus de 10 ans, mais ce soir serait son dernier. Eddie Ramirez avait des difficultés financières depuis son divorce 6 mois plus tôt, travaillant dans la construction pendant la journée et pêchant dans les Everglades le week-end pour compléter ses revenus. À 35 ans, il s'était fait une réputation parmi les propriétaires de restaurants locaux comme quelqu'un capable de fournir du poisson frais à des prix compétitifs. Aucune question posée sur les licences ou les limites de capture. Sa connaissance des voies navigables l'avait rendu trop confiant quant aux dangers cachés sous la surface. Ce soir-là, Eddie avait lancé son petit bateau en aluminium depuis un point d'accès isolé, prévoyant de pêcher toute la nuit dans des zones où peu d'autres pêcheurs s'aventuraient. Ses récents problèmes financiers l'avaient rendu de plus en plus désespéré et il prenait des risques plus importants pour attraper des prises plus précieuses. Les paiements de pensions alimentaires et les factures croissantes l'avaient poussé à envisager des opportunités qu'il aurait auparavant évitées. L'endroit de pêche d'Eddie était dans un canal étroit entouré de mangroves denses où de gros poissons se nourrissaient bien souvent dans l'eau peu profonde. Il avait utilisé du matériel lourd et des appâts vivants, espérant attraper quelque chose de suffisamment important pour rendre le voyage de nuit rentable. Ce qu'il ne réalisait pas, c'était que ces activités de pêche avaient attiré l'attention du résident le plus dangereux du canal. Les alligators américains sont des prédateurs de haut niveau parfaitement adaptés aux environnements d'eau douce, les mâles adultes atteignant des longueurs de 14 pieds et des poids dépassant 1000 livres. Ces puissants reptiles ont une force de morsure de plus de 2900 livres par pouce carré et sont capables de pousser de vitesse explosive, aussi bien dans l'eau que sur terre. Les alligators sont des prédateurs opportunistes qui attaquent de tout ce qu'ils perçoivent comme une proie, et leur nature territoriale les rend particulièrement dangereux pendant la saison des amours et lorsqu'ils protègent leurs petits. Vers minuit, Eddie a ressenti une puissante traction sur sa ligne qui a failli arracher la canne de ses mains. Le poisson se battait avec une force et une agressivité inhabituelles, effectuant des courses qui dépouillaient la ligne de son moulinet et menaçaient de casser son matériel lourd. Eddie pensait avoir attrapé un gros tarpon ou un requin, le genre de prise qui pourrait rapporter beaucoup d'argent avec le bon acheteur. Alors qu'Eddie luttait contre le poisson, son bateau se mit à se déplacer sur l'eau d'une manière qui ne correspondait pas au comportement typique des poissons. Les courses étaient trop droites et puissantes, et le poisson semblait tirer le bateau plutôt que d'essayer de s'échapper. Quand Eddie a enfin eu un premier aperçu de ce qu'il avait attrapé, il réalisa trop tard son erreur. Le gigantesque alligator se débattait à la surface, sa forme préhistorique clairement visible au clair de lune, alors qu'il luttait contre l'hameçon planté dans sa mâchoire. Eddie aurait dû couper sa ligne immédiatement, mais son désespoir financier l'emportait sur son bon sens. Il avait entendu des histoires de personnes vendant de la viande et des peaux d'alligator pour beaucoup d'argent, et ses factures ne croissantes rendaient le risque tentant. La rage de l'alligator de 12 pieds s'intensifia à mesure qu'Eddie continuait à le combattre, l'hameçon causant de la douleur et la ligne de pêche restreignant ses mouvements. Le reptile commença à rouler et à se débattre avec une violence accrue, sa puissante queue frappant l'eau avec assez de force pour créer des vagues qui firent tanguer le petit bateau d'Eddie. La coque en aluminium grogna sous le stress de la bataille. Les tentatives d'Eddie de rapprocher l'alligator du bateau se sont avérées fatales lorsque le reptile enragé a brusquement émergé partiellement de l'eau, ses mâchoires massives claquant à quelques pieds de là où Eddie se tenait. Le mouvement soudain et le changement de poids ont fait chavirer le petit bateau en aluminium, projetant Eddie dans l'eau sombre avec l'alligator furieux. Dans le chaos du chavirement, Eddie s'est retrouvé empêtré dans sa propre ligne de pêche alors que l'alligator continuait ses violents mouvements de queue. Le fil de pêche s'est enroulé autour de ses jambes et de ses bras, l'empêchant
l'empêchant de nager vers la sécurité tandis que le reptile massif roulait et tournoyait dans l'eau à proximité. Les tentatives désespérées d'Eddie pour se libérer n'ont fait que resserrer l'emprise de la ligne. L'alligator, toujours accroché et maintenant encore plus agité par la présence d'Eddie dans l'eau, a attaqué avec une force dévastatrice. Ses mâchoires massives se sont refermées sur le torse d'Eddie, la force de morsure dévastatrice causant instantanément des blessures fatales. Le roulis mortel du reptile a entraîné Eddie sous l'eau à plusieurs reprises, ses efforts devenant de plus en plus faibles à chaque immersion. Les cris d'Eddie résonnaient à travers la voie navigable isolée. Mais l'endroit éloigné signifiait qu'aucun autre pêcheur ne se trouvait à des kilomètres pour entendre ses appels à l'aide. L'alligator a continué son attaque jusqu'à ce que les mouvements d'Eddie cessent, son corps incapable de supporter le traumatisme massif infligé par les mâchoires du reptile et les submersions répétées sous l'eau. Le bateau vide d'Eddie a été découvert flottant à l'envers le lendemain matin par des gardes forestiers effectuant des patrouilles de routine. L'équipement de pêche éparpillé et le sang sur la coque racontèrent l'histoire d'une rencontre violente et le corps d'Eddie a été retrouvé 2 jours plus tard dans un canal voisin. L'enquête a révélé sa situation financière désespérée et la nature illégale de ses activités de pêche, soulignant les dangers auxquels la précarité économique poussait les gens de la région. Cependant, les pêcheurs n'étaient pas les seuls à se retrouver face à face avec des crocodiliens. En Australie, la quête d'une touriste pour la photographie parfaite l'a conduite sur le territoire de l'un des prédateurs les plus dangereux du monde. C'était le 9 août 2017, et l'antique rivière d'Aintree serpentait à travers la forêt tropicale vierge du Queensland, ses eaux sombres reflétant la canopée dense qui était restée inchangée depuis des millions d'années. Le réseau fluvial, abritant certaines des espèces sauvages les plus dangereuses d'Australie, attirait des touristes du monde entier venus découvrir l'un des écosystèmes les plus anciens de la planète. Sarah Mitchell était arrivée à l'aube, espérant capturer des photographies uniques de la faune dans la lumière dorée du matin. Sarah Mitchell avait travaillé dans une auberge de jeunesse à Cairns pendant 8 mois, économisant de l'argent de son travail et des pourboires pour financer des aventures en solo à travers l'Australie. À 28 ans, la photographe britannique avait documenté son expérience de vacances-travail via les réseaux sociaux, partageant des images de lieux exotiques et de rencontres avec la faune avec ses amis restés au pays. Son équipement de caméra représentait un investissement important et elle était impatiente de prendre des photos qui justifieraient cette dépense. Ce matin-là, Sarah était partie de son auberge avant le lever du soleil pour atteindre la rivière d'Aintree dans des conditions de lumière optimales pour la photographie animalière. Elle avait fait des recherches en ligne sur la région et connaissait la population de crocodiles, mais son expérience limitée avec la faune australienne l'avait laissée non préparée à la réalité de rencontrer ces prédateurs de premier plan dans leur habitat naturel. Le plan de photographie de Sarah consistait à marcher le long de la berge pour trouver des compositions intéressantes et des sujets animaliers. Elle avait apporté un objectif téléphoto, mais espérait obtenir des prises de vue plus rapprochées qui se démarqueraient des photos touristiques typiques. Ses abonnés sur les réseaux sociaux l'avaient encouragée à prendre plus de risques pour des images dramatiques et elle était impatiente de produire du contenu qui générerait de l'engagement. Les crocodiles marins dans le système fluvial de Daintree sont parmi les plus grands et agressifs d'Australie, certains spécimens dépassant 6 mètres de long et vivant plus de 70 ans. Ces prédateurs de sommet sont parfaitement camouflés dans l'eau sombre et peuvent rester immobiles pendant des heures en attendant que la proie s'approche. Leur vitesse d'attaque explosive et leur force de morsure capable de broyer les eaux les rendent parmi les animaux les plus dangereux sur Terre, capables de s'en prendre à des proies aussi grandes que les buffles d'eau. Alors que Sarah marchait le long de la berge boueuse, elle aperçut ce qui semblait être un gros tronc partiellement immergé près du bord de l'eau. La lumière du matin créait des ombres et des reflets intéressants qui feraient une photo saisissante et elle s'approcha pour avoir une meilleure perspective. Ce n'est que lorsqu'elle était à environ 20 pieds qu'elle a réalisé que le tronc était en fait un crocodile marin massif. Le crocodile semblait se reposer les yeux fermés, sa forme préhistorique parfaitement immobile dans l'eau peu profonde. L'enthousiasme de Sarah à la découverte d'un sujet aussi magnifique l'emporta sur sa prudence et elle commença à photographier le reptile sous différents angles. Le téléobjectif de son appareil photo lui permit de capturer des clichés détaillés, mais elle voulait quelque chose de plus dramatique pour ses publications sur les réseaux sociaux. La décision de Sarah d'entrer dans l'eau peu profonde pour une prise de vue en contre-plongée allait s'avérer fatale. Elle se déplaçait lentement et silencieusement, croyant que le crocodile dormait et qu'elle pouvait capturer ses images et se retirer avant de déranger l'animal. Le mode de prise de vue silencieux de son appareil photo empêchait tout bruit mécanique qui pourrait alerter le prédateur de sa présence. Le crocodile marin avait été pleinement conscient de l'approche de Sarah depuis l'instant où elle était apparue sur la rive, ses sens aiguisés suivant chacun de ses mouvements tout en gardant l'apparence du sommeil. Alors que Sarah entrait dans l'eau et s'accroupissait pour sa photo, le reptile calculait le moment parfait pour attaquer. L'attaque du crocodile fut explosive et dévastatrice, son énorme corps jaillissant de l'eau à une vitesse terrifiante. Le cri de Sarah fut interrompu alors que les mâchoires du reptile se refermaient sur son torse, la force de morsure écrasante causant instantanément des blessures mortelles. Son appareil photo a été projeté de ses mains lorsque le crocodile a commencé son célèbre roulé de la mort. Le roulé de la mort a entraîné Sarah sous l'eau à plusieurs reprises, chaque rotation causant des traumatismes supplémentaires alors que la prise du crocodile ne se desserrait jamais. Ses luttes désespérées s'affaiblissaient à chaque immersion, son corps incapable de supporter les blessures massives infligées par l'attaque du reptile.
L'emplacement éloigné signifiait que ces cris n'étaient entendus par personne qui pouvait aider. La disparition de Sarah n'a pas été remarquée jusqu'à ce qu'elle ne revienne pas à son auberge ce soir-là, ayant dit à ses colocataires qu'elle prévoyait de passer la journée à photographier la faune. Une équipe de recherche a été organisée le lendemain matin, se concentrant sur les zones où elle avait mentionné vouloir se rendre. Sa voiture de location a été trouvée garée à un point d'accès de la rivière d'Aintry. Les équipes de recherche ont découvert l'appareil photo de Sarah sur la rive le lendemain. Sa carte mémoire contenant ses dernières photographies montrant sa dangereuse proximité avec le crocodile massif. Les images ont fourni une preuve claire de ce qui s'était passé et ont servi de rappel tragique des dangers cachés présents dans des environnements naturels apparemment paisibles. L'incident a conduit à des efforts éducatifs accrus sur la sécurité des crocodiles pour les touristes internationaux visitant la région. Pourtant, les touristes n'étaient pas les seules personnes dont les activités les ont mis en conflit avec des reptiles dangereux. En Afrique du Sud, la tentative désespérée d'un homme de subvenir aux besoins de sa famille le conduirait à une rencontre fatale avec l'un des prédateurs les plus puissants d'Afrique. C'était le 22 novembre 2015, et les voies navigables éloignées du parc national Kruger reflétèrent le soleil africain brûlant, leurs rives boueuses montrant les traces d'innombrables animaux venus boire aux premières heures du matin. Les systèmes fluviaux du parc offraient un habitat à certains des prédateurs les plus dangereux d'Afrique, y compris les énormes crocodiles du Nil qui dominaient ces eaux depuis des millions d'années. Thabo Mtembu suivait l'un de ces prédateurs anciens depuis 2 jours, poussé par le désespoir de nourrir sa famille. Thabo Mtembu était sans emploi depuis 8 mois, voyant sa femme et ses 3 jeunes enfants devenir plus minces à mesure que leurs provisions s'amenuisaient. À 31 ans, l'ancien mineur avait épuisé toutes les possibilités d'emploi légal dans son village et s'était tourné vers le braconnage de petits gibiers dans le parc national Kruger pour garder sa famille en vie. Son succès avec les antilopes et les oiseaux lui avait donné la confiance nécessaire pour viser des proies de ses plus précieuses. Thabo avait entendu des histoires d'autres braconniers sur l'argent qui pouvaient être gagnés avec les peaux et la viande de crocodile, avec des acheteurs dans les villes voisines prêts à payer des sommes importantes pour des peaux de qualité. Sa lance faite maison et ses compétences de chasse de base lui avaient bien servi avec le petit gibier, mais il n'avait aucune expérience avec les grands reptiles dangereux. Ce matin-là, Thabo avait repéré un grand crocodile du Nil se prélassant sur une berge boueuse, sa forme massive représentant un revenu potentiel pouvant nourrir sa famille pendant des mois. Il avait fabriqué une lance grossière à partir de métal récupéré et d'un manche en bois, croyant qu'elle suffirait à tuer le reptile rapidement et proprement. Son plan était de frapper depuis la berge et de traîner la carcasse à terre pour traitement. Ce qui a rendu sa situation encore plus désespérée, c'est que son plus jeune enfant montrait des signes de malnutrition, et sa femme sautait des repas pour s'assurer que les enfants avaient suffisamment de nourriture. La clinique locale avait averti que sans une nutrition adéquate, la santé de sa famille continuerait de se détériorer rapidement. Thabo avait emprunté de l'argent à des usuriers dangereux pour acheter des fournitures de base, et leurs menaces devenaient de plus en plus violentes à mesure que les délais de paiement passaient. Sa décision de cibler le crocodile représentait non seulement une opportunité de revenu, mais potentiellement la seule chance de survie pour sa famille dans une région où il était presque impossible de trouver un emploi légal. Les crocodiles du Nil sont parmi les prédateurs les plus dangereux d'Afrique, avec des mâles adultes atteignant une longueur de 20 pieds et un poids de plus de 1500 livres. Ces prédateurs de haut niveau possèdent des forces de morsure de plus de 5000 livres par pouce carré et sont capables de pousser de vitesse explosive, à la fois dans l'eau et sur terre. Les crocodiles du Nil sont très territoriaux et agressifs, en particulier lorsqu'ils sont blessés ou menacés, et leur peau blindée offre une protection contre la plupart des armes. Le premier coup de lance de Thabo a frappé le crocodile à l'épaule, pénétrant la peau épaisse, mais n'a pas réussi à infliger une blessure mortelle. Le reptile massif a explosé en mouvement, se débattant violemment alors que la douleur et la rage le poussaient dans une frénésie défensive. L'arme rudimentaire de Thabo est restée fichée dans la chair du crocodile, reliée à une corde qu'il avait prévue pour traîner la carcasse. La violente agitation du crocodile blessé a arraché la lance des mains de Thabo, le laissant sans arme alors que le reptile enragé roulait et tournoyait dans l'eau peu profonde. Sa désespoir de récupérer son arme et de terminer le travail a primé sur ses instincts de survie et il s'est aventuré dans l'eau boueuse où le crocodile blessé luttait pour se libérer de la lance incrustée. L'attaque du crocodile du Nil a été rapide et dévastatrice, ses mâchoires massives se refermant sur la jambe de Thabo alors qu'il atteignait sa lance. La force de morsure écrasante a instantanément brisé son fémur et sectionné des artères principales, provoquant une perte de sang massive. Le crocodile a commencé son roulé de la mort, entraînant Thabo plus profondément dans l'eau en tournant avec une force énorme. Les tentatives désespérées de Thabo pour riposter ne faisaient que l'épuiser plus vite, alors que le roulé de la mort du crocodile continuait. Chaque rotation causait des traumatismes supplémentaires, brisant plus d'os et causant des blessures internes qui s'avéreraient fatales. Ses luttes devenaient plus faibles alors que la perte de sang et le choc envahissaient son système. L'emplacement isolé signifiait que les cris de Thabo n'étaient entendus par personne pouvant fournir de l'aide. Le crocodile a continué son attaque jusqu'à ce que les mouvements de Thabo cessent, son corps incapable de supporter le traumatisme massif infligé par les mâchoires du reptile et les immersions répétées sous l'eau.
Les gardes forestiers ont découvert le corps de Thabo 2 jours plus tard lors d'une patrouille de routine, trouvant des preuves de ses activités de braconnage et les armes de fortune qu'il avait utilisées. L'enquête a révélé sa situation financière désespérée et les mesures dangereuses auxquelles la pauvreté poussait les résidents locaux à risquer leur vie pour la chasse illégale. L'incident a mis en lumière la relation complexe entre les efforts de conservation et les besoins économiques de la communauté. Cependant, les braconniers n'étaient pas les seuls dont les activités professionnelles les mettaient en contact avec des crocodiliens dangereux. Au Brésil, la trop grande confiance d'un chercheur l'a conduit à une rencontre fatale avec l'un des prédateurs les plus puissants d'Amérique du Sud. C'était le 14 juin 2013. Et les vastes zones humides du Pantanal s'étendaient à perte de vue à travers le paysage brésilien, leurs inondations saisonnières créant l'un des écosystèmes les plus diversifiés au monde. La station de recherche reculée, accessible uniquement par bateau pendant la saison des pluies, offrait aux scientifiques des opportunités uniques d'étudier le comportement de la faune dans des conditions intactes. Dr. Carlos Mendoza travaillait dans cet environnement isolé depuis 5 ans, mais les réductions budgétaires l'avaient obligé à travailler seul plus souvent que ce que recommandaient les protocoles de sécurité. Le docteur Carlos Mendoza avait bâti sa réputation en étudiant le comportement des caïmans dans le Pantanal, publiant des recherches qui ont fait progresser la compréhension de ces prédateurs importants. À 42 ans, le biologiste de la faune était sous pression croissante pour terminer rapidement son projet actuel, car des réductions de financement menaçaient de mettre fin à son programme de recherche. Son travail récent l'avait obligé à se rapprocher des animaux plus que les études précédentes, repoussant les limites des pratiques de recherche sûres. Ce matin-là, Carlos avait identifié un caïman particulièrement grand qui serait parfait pour son étude de marquage. Le spécimen était plus grand que tout ce qu'il avait rencontré auparavant, mais ses 5 années d'expérience dans la région l'avaient rendu confiant dans sa capacité à gérer la situation en toute sécurité. Ses notes de recherche montraient une attitude de plus en plus désinvolte envers les protocoles de sécurité à mesure que sa familiarité avec les animaux augmentait. Carlos avait décidé d'approcher le caïman à pied plutôt que depuis son bateau de recherche, estimant que son expérience lui permettait de gérer la situation en toute sécurité. Les contraintes budgétaires avaient éliminé le poste de son assistant de recherche, le forçant à développer des techniques pour le travail de terrain en solo que d'autres chercheurs considéraient comme trop dangereux. Ses succès avec des spécimens plus petits l'avaient convaincu que la taille était moins importante que la technique. Les caïmans sont des prédateurs puissants parfaitement adaptés aux milieux humides, avec de grands spécimens atteignant des longueurs de 3 mètres et possédant des forces de morsure dépassant les 450 kg par centimètre carré. Ces reptiles sont très territoriaux et peuvent être extrêmement agressifs lorsqu'ils se sentent menacés ou acculés, surtout pendant la saison de reproduction où les mâles deviennent plus défensifs de leur territoire. Leur vitesse d'attaque explosive et leur mâchoire puissante en font des adversaires dangereux, même pour les chercheurs expérimentés. Alors que Carlos s'approchait du caïman massif avec son équipement de marquage, le reptile restait immobile sur la berge boueuse, semblant se reposer au soleil matinal. Son protocole de recherche prévoyait l'utilisation d'une perche de contention pour contrôler la tête de l'animal pendant l'application de l'étiquette d'identification. Une procédure qu'il avait réalisée des dizaines de fois avec des spécimens plus petits. La réaction explosive du caïman à l'approche de Carlos l'a complètement prise au dépourvu. Le reptile s'est lancé en avant avec une vitesse dévastatrice, ses mâchoires massives se refermant à quelques centimètres de l'endroit où Carlos se tenait. Sa tentative de retraite a été entravée par son matériel de recherche qui s'est emmêlé autour de ses jambes alors qu'il essayait de s'échapper. La deuxième attaque du caïman a réussi, ses puissantes mâchoires se refermant sur la cuisse de Carlos avec une force écrasante. La morsure a sectionné des artères principales et brisé son fémur, provoquant une perte de sang massive et empêchant toute chance de fuite. Le reptile a commencé sa roulade de la mort, entraînant Carlos vers l'eau alors qu'il tournait avec une force énorme. L'équipement de recherche de Carlos s'est dispersé sur la rive boueuse alors que le caïman poursuivait son attaque, ses luttes désespérées devenant de plus en plus faibles à chaque rotation. La roulade de la mort a causé des traumatismes supplémentaires, brisant plus d'os et provoquant des blessures internes qui s'avéreraient fatales. Sa situation isolée signifiait étant que personne ne pouvait entendre ses appels à l'aide. Le caïman a traîné le corps sans vie de Carlos dans des eaux plus profondes où il devait rester jusqu'à ce que les guides locaux trouvent des preuves de l'attaque le lendemain. Sa station de recherche avait signalé sa disparition lorsqu'il ne s'était pas présenté pour son contrôle radio prévu, ce qui a déclenché une recherche qui a révélé ses méthodes de recherche en solo de plus en plus risquées. L'enquête a trouvé les notes de recherche de Carlos, documentant sa confiance croissante et sa volonté de travailler seul avec des animaux dangereux. Sa mort a incité de nouveaux protocoles de sécurité pour les chercheurs travaillant dans des endroits éloignés et a mis en évidence les dangers des réductions budgétaires qui ont éliminé le personnel de sécurité essentiel des expéditions scientifiques. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur la prochaine vidéo qui vous montrera pourquoi même les professionnels expérimentés peuvent être victimes des prédateurs les plus parfaitement évolués de la nature.